Professeur Didier Raoult, quelles sont les dernières données de mortalité dont vous disposez? Sur le Covid-19, écoutez, nous, bien sûr, depuis de manière concomitante à l'augmentation du nombre de cas, on a une augmentation mais très modeste du nombre de morts, qui correspond à des gens qui sont, bien entendu, soit des gens très âgés, soit des gens qui ont des maladies très invalidantes, et donc la perte d'espérance de vie qui est différente de la mort. La perte d'espérance de vie quand on a 85 ans ou 90 ans, même si c'est affreux, c'est mieux de pouvoir soigner les gens et les traiter, est très faible. Donc quand on analyse ça c'est pas nous qui l'avons analysé, c'est une équipe de l'INED, c'est-à-dire de l'Institut national démographique, sur les statistiques de l'INSEE. On a une évaluation de la baisse d'espérance de vie. Alors l'espérance de vie, on la calcule entre ce que les gens auraient pu vivre si ça s'était passé comme les années précédentes, c'est-à-dire avec une espérance de vie de 84 ans, de 79 ans pour les femmes et les hommes, et si compte tenu de ce qui s'est passé cette année, eh bien, ça diminue, ça augmente. Alors, ce qui est pour l'instant lisible pour 2020 pour l'INED, c'est qu'il y aurait une diminution de l'espérance de vie de 0,2 ans pour les hommes, et pour les femmes de 0,1 an. Donc c'est quelque chose qui est très faible et qui est de l'ordre de ce que l'on a vu au cours des dernières années, c'est-à-dire pour les hommes il y avait une baisse comparable en 2015, et pour les femmes des baisses au moins aussi importantes en 2008, 2012 et 2015. Donc il ne s'est pas passé un phénomène qui a bouleversé la démographie française, parce que tout simplement les gens qui sont décédés, pour la plupart des cas, et en particulier dans les endroits où on a fait une prise en charge qui était fonctionnelle, la mortalité était très faible. D'ailleurs, il y a deux vraiment modèles quasiment expérimentaux de cette mortalité. C'est les deux bateaux qu'on a laissés en quarantaine. Le bateau qui a été laissé en quarantaine au Japon, qui était un bateau de croisière où il y avait beaucoup de sujets âgés et où il y a eu une mortalité de 2% chez des sujets âgés sans qu'il y ait de prise en charge qui soit vraiment très spécifique. Et puis le Charles de Gaulle, pour lequel sur 1700 personnes, il y en a 1200 qui ont attrapé la maladie, il y en a une vingtaine qui ont fait l'effort grave, on s'est occupé d'eux, on les a soignés, et il y a eu 0 mort. Alors c'est des gens qui avaient tous moins de 60 ans, qui étaient en bonne santé physique, mais ça veut dire que dans ces conditions-là, à condition qu'on détecte les gens et qu'on les soigne, il y a 0 mort quand même. Donc il ne s'agit pas, il n'est pas en train de nous arriver une guerre nucléaire, il faut se calmer, il faut les prendre les gens comme elles sont, et comme d'habitude, il faut faire le diagnostic des gens, les traiter. Et nous, à Marseille, on est relativement plus chanceux encore, puisque notre excès de mortalité par rapport à 2018 ou 2018 ou par rapport à 2019 est quasiment négligeable, si vous voulez, et on verra bien quand on aura ramené ça en plus avec l'âge, parce que bien entendu on finit par mourir, les circonstances qui font qu'on meurt sont toujours des circonstances supplémentaires qu'on ne peut pas supporter à partir d'un certain âge ou à partir d'un certain état de pathologie, les cancers métastasés, les diabètes mal équilibrés, tout ça représente des pathologies qui souvent décèdent à l'occasion d'une infection ou d'un accident intercurrent ou d'une fracture. Tout ça, c'est la vie. À la fin, on meurt tous. C'est quelque temps, il faut essayer de gagner le maximum. Et bien entendu, ça n'est pas toujours simple, mais globalement, on voit que par exemple, en 2020, par rapport à 2018, il y a eu un excès de mortalité de 4,1% en France. Encore une fois, il faudra qu'on rattache ça à l'âge. Et en revanche, bien sûr, il faut aller regarder très spécifiquement. Il y a une surmortalité dans les EHPAD. Et puis, il y a une surmortalité incontestablement à Paris. Donc, il faudra se poser une question quand même sur la gestion. Il y a 2 endroits dans lesquels il y a des problèmes de gestion. À Paris en région parisienne, et dans le Grand Est, il y a des vrais problèmes de surmortalité dans ces 2 zones sur lesquelles il faudra bien
d'explorer, de comprendre ce qui s'est passé et qui justifie certainement une réflexion approfondie. Lorsqu'un biologiste interprète un test PCR, il définit un seuil à partir duquel il considère le prélèvement comme positif. Pouvez-vous nous décrire le seuil que vous avez adopté à l'IHU et expliquer pourquoi est-ce que les seuils peuvent varier, s'il est normal que les seuils varient entre les laboratoires? Non, mais là aussi, je pense que, si vous voulez, dans des circonstances qui auraient été des circonstances plus organisées, le pays aurait dû, on est le seul à avoir fait, on a mis 5000 prélèvements en culture pour pouvoir trouver les virus. On a isolé 2300. On a publié, il y a, je crois, 2 mois et demi, quelle était la relation culture avec des gens qui ont cultivé beaucoup de virus, si vous voulez, et PCR. Donc nous, on a mis en évidence qu'à partir d'une PCR, jusqu'à une PCR de 35, il y a toujours du virus vivant, et à partir d'une PCR de 35, il n'y a plus de virus vivant. Donc on a fixé 35 comme étant le seuil de détection, ce qui correspond, si on prend des témoins et qu'on dilue, ça correspond à entre 1 et 10 copies dans le prélèvement que l'on teste. Donc quand on trouve en dessous de ça, il n'y a plus rien en réalité. Donc quand vous avez des CT plus élevés, ça veut dire que vous avez un problème. Et nous, ça fait longtemps qu'on dit, on a vu des résultats rendus avec des CT à 42, c'est de l'eau, c'est une contamination. Donc nous, on voit bien, quand on recontrôle les résultats, il y a jusqu'à, le sommet qu'on a eu, c'est 44% de faux positifs. Donc il faut faire attention. Mais à l'inverse, alors, c'est pour ça que la communication est un peu compliquée. Il y a qui disent 25, mais 25, c'est pas vrai. 25, c'est bourré de virus. Hein. Il y a au moins 10 000 virus par prélèvement quand on est à 25. Hein. Nous, à 25, on les cultive tous. Hein. Donc, il faut faire attention. À qui cultive. Nous, on a des données qui sont disponibles pour le monde entier, y compris pour la France. C'est publié, ça, donc, depuis longtemps. Donc, ça fait longtemps qu'on dit ça. Il y a des seuils à partir duquel ça n'a plus de signification, mais il ne faut pas non plus tomber trop bas en disant 25, parce que c'est sûr qu'ils vont arriver les tests maintenant de détection antigénique. Si on met le seuil à 25, les seuils de détection antigénique seront positifs, auront une bonne sensibilité, mais c'est pas vrai. C'est-à-dire que généralement, il y a au moins 4 dilutions de diagnostic par la PCR par rapport au test immunochromatographique. C'est ce qu'on connaît dans toutes les maladies, y compris dans la grippe. Donc il faut faire attention. Il ne faut pas baisser artificiellement le seuil parce qu'il y a encore du virus vivant. Donc la question, c'est est-ce que les gens ont du virus vivant ou n'ont pas de virus vivant? Nous, on s'est servi de ça pour savoir si on pouvait laisser sortir les gens dans des unités qui n'étaient pas spécialisées. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas donner des résultats qui racontent aux gens qu'ils ont une maladie qu'ils n'ont pas. Donc il y a ces 2 bornes à respecter. Nous, on a fait ce travail depuis longtemps, on l'a publié, il est disponible. Écoutez, on va s'en servir. Et puis si des gens veulent le contrôler, mais avec un niveau comparable au nôtre, c'est-à-dire pas avec 20 prélèvements ou 30 prélèvements, avec des centaines de prélèvements. Et là, on arrive à fixer les choses et à le regarder. Est-ce que vous pouvez présenter les chiffres du travail de l'IHU, les grands chiffres du travail de l'IHU mis à jour à cette date? Donc nous avons testé en tout, je crois, on nous en fait 220 000 tests pour 100 000 personnes. Il y a 57 000 personnes à peu près qui sont venues se faire dépister dans l'IHU même, ce qui pose des problèmes d'organisation, des flux, hein, et ça se gère ça au quotidien, c'est compliqué, mais ça se gère. On a eu 8000 diagnostics qui ont été réalisés ici, et donc la plupart des gens ont été suivis ici. Et voilà, donc les données qu'on a, c'est qu'on a une expérience qui est, je crois, absolument, bien sûr, unique dans ce pays sur un centre unique. Pour ce qui est de l'hydroxychloroquine, on a déjà fait 2600 dosages, 1500 dosages strepsine. Il n'y a pas d'équivalent dans la littérature d'un nombre de tests réalisés comme ça. Le travail qu'on a présenté sur les 3700 personnes, ça correspond entre 800 000 et 1 million de données qui ont été injectées là-dedans par 150 personnes pour pouvoir travailler là-dessus. Donc le nombre de données qu'on a sont absolument considérables. On devrait être une source d'inspiration pour ce pays de manière absolue, parce que personne n'a une telle quantité de données
comparé à ce que nous avons fait, ce que nous n'avons pas cessé de faire. Et on a des taux de mortalité qui sont parmi les plus bas du monde. Donc tout ça n'est pas négligeable comme activité. Merci beaucoup. Un des éléments très importants dans cette épidémie, c'est de savoir quelle est l'expertise et quelle est l'expérience de chacun. Donc avec le professeur Jean-Christophe Lagier, nous nous sommes occupés de l'hospitalisation complète et on voulait vous donner quelques chiffres donc sur notre expérience. Depuis le début du mois de mars, cette épidémie de Covid nous a permis à l'IHU, qui comprend 75 lits d'hospitalisation, de prendre en charge avec toutes les équipes médicales, les chefs de clinique, les assistants, les praticiens hospitaliers, les internes, ainsi que toutes les équipes paramédicales, près de 1100 patients, des formes les plus simples, nécessitant tout de même une hospitalisation, aux formes les plus sévères. Toute cette expérience nous a permis de mieux connaître cette maladie et surtout de déterminer à quel point il était important de prendre en charge ces patients de façon précoce, en particulier les sujets âgés. En collaboration avec le professeur Millon, le rez-de-chaussée est dédié au dépistage des patients et au suivi des patients en ambulatoire. Depuis le début de l'épidémie, dans le premier épisode, nous avons dépisté à peu près 35 000 patients, dont 3 400 étaient positifs. Depuis le mois de juin, nous avons dépisté un peu plus de 20 000 patients, dont 1 800 étaient positifs. Donc on est toujours à peu près à un peu moins de 10% de positifs, avec un dispositif qui s'adapte régulièrement au flux de nouveaux patients. En ce qui concerne le suivi en ambulatoire, nous avons pour la première période eu énormément d'aide, que ce soit interne avec les autres médecins de l'hôpital de jour et des consultations et des médecins qui venaient de l'extérieur puisque les autres services étaient fermés, voire même du renfort de médecins généralistes ou de retraités, ce qui nous a permis dans la première période de suivre 3600 et quelques patients pour plus de 10 000 passages à l'hôpital de jour. Et dans la deuxième période, où nous sommes en effectif beaucoup plus restreints, puisque c'est la fin de l'été, les autres services fonctionnent, et les généralistes de ville ont leur activité, et nous sommes très peu nombreux pour reprendre en charge ces patients. Et là, nous avons déjà vu dans 2650 patients, pour 3800 passages en hôpital de jour. On les suit un petit peu moins régulièrement, donc c'est pour ça qu'il y a moins de passages par patient. Et donc en tout, 6300 patients ont été suivis en ambulatoire à l'IHU. La description des maladies infectieuses nouvelles, et notamment celles qui sont épidémiques, passe par l'observation des malades. Et donc, pour pouvoir observer des malades, il faut voir des malades. Et à l'IHU Méditerranée Infection, nous avons vu beaucoup de malades. À titre personnel, j'ai vu plus de 450 malades en consultation. C'est quelque chose de très très important pour pouvoir décrire ces maladies, parce que ces malades souvent rapportent eux-mêmes les signes, les symptômes, et donc cet ensemble d'éléments cliniques sont très très importants pour décrire ces maladies. À titre d'exemple, c'est comme ça qu'on a vu progresser cette deuxième phase de l'épidémie, avec d'abord des patients qui revenaient effectivement de voyage, puis des patients qui se sont contaminés à l'intérieur des familles, puis cette phase où beaucoup de jeunes patients étaient vraisemblablement contaminés lors de sorties festives en bar nocturne. Toutes ces impressions-là, toutes ces données-là, en fait, sont très très importantes, car elles permettent de prendre un certain nombre de décisions et de voir comment l'épidémie progresse. Au même titre, faire des électrocardiogrammes systématiquement, avoir l'expérience effectivement de donner des traitements, tout cela effectivement améliore la qualité des soins et la qualité de prise en charge des malades. Donc encore une fois, il est absolument très très important que les chercheurs, les médecins voient directement les malades pour avoir une impression de terrain.